œil pour œil, dent pour dent. Cela semble être l'idéologie politique que veut suivre M. Mustafa Al-Khelfi concernant la politique étrangère de notre pays. D'ailleurs, des entreprises suédoises, comme le siège de l'entreprise Volvo à Casablanca, on a déjà payé le prix. Et par coïncidence, certains diront que ce n'est pas des coïncidences, mais le géant immobilier Ikea a aussi subi des obstacles administratifs juste quelques heures avant l'ouverture officielle. La Suède a boycotté les produits marocains, nous en ferons de même. Telle était l'intervention de Mustafa Al-Khelfi quant aux déclarations du gouvernement suédois. Donc c'était une intervention qui porte plusieurs significations. C'est le jeu politique. Le jeu politique qui n'est rien d'autre qu'un jeu de pouvoir. La capacité à faire les autres ce que l'on a envie qu'ils fassent, et ce faire ne peut se faire que de la méthode que l'on veut faire. Donc voici le jeu politique. Personne ne l'a compris, je sais. Donc, ce jeu politique, est-ce que M. Mustafa Al-Khelfi veut-il adopter ce jeu politique? C'est la question à laquelle nous verrons le débat répondre aujourd'hui. Évidemment que ce serait un grand débat. Et là, qui sont deux grandes équipes. Je vous demande d'applaudir très fort l'équipe deuxième naissance Mat 2 qui défend le pour. Et l'équipe qui va défendre le contre, la première naissance sciences expérimentales P. Ainsi que notre très cher jury composé de M. Ouhdou, Mme Laraqi, Mme Simari et M. Nizar. Et avant de commencer, je rappelle les règles du débat. Les interventions se font respectivement à tour de rôle et doivent durer 1 minute au minimum. 2 interventions successives de la même équipe ne doivent pas avoir lieu. Les interventions doivent être faites de manière correcte, évitant toute vulgarité, sarcasme déplacé ou autre forme d'irrespect. Il faut respecter le temps réparti pour chaque équipe, c'est-à-dire 20 minutes. Place maintenant aux règles de l'audience. L'audience est tenue de respecter les débatteurs. Pour ce faire, il faut respecter les règles ci-après. Maintenir le silence, le calme et le respect dans la salle. Ne pas applaudir qu'à la fin de chaque intervention, de manière courtoise et en évitant les sifflements, les hurlements et toute autre forme d'irrespect. Interdiction de quitter la salle avant la délibération du jury. Ne pas monter sur scène à la fin du débat. Et dernière interdiction, interdiction d'utiliser les téléphones portables. Et on appelle monsieur le directeur à tirer au sort l'équipe qui va commencer ce débat. Donc tout d'abord, je souhaite une très bonne chance aux deux équipes et c'est la deuxième maths B2 qui commence. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, bonsoir. Nous voilà réunis aujourd'hui dans cette salle pour débattre ce sujet qui paraît chaud, délicat, bouillonnant, d'où la nécessité d'une analyse réfléchie et logique. Mais avant tout, je tiens à exprimer mon honneur et ma fierté de faire partie de cette édition des grands débats al-Iraqi, dont l'apport s'avère d'une importance capitale dans notre formation. Donc, essayons d'analyser ce sujet. Tout d'abord, pour tous ceux qui ignorent le mot, la signification du mot boycott, ce terme veut dire, selon le Robert, interdit jeté sur un individu ou un groupe ou un pays et refus des biens qu'il met en circulation. Ensuite, en réfléchissant plus en profondeur au sujet, on réalise qu'il exprime une réaction un peu plus légitime d'un pays de renommée internationale, acquise vis-à-vis son intégrité, acquise par son intégrité vis-à-vis la communauté mondiale, par sa bravoure reconnue par tout le monde à travers l'histoire, par sa stabilité dans un monde bouillonnant, par sa volonté ferme de se hausser économiquement et surtout, par la fierté de son identité. Mesdames et messieurs, chaque réaction s'explique par rapport à un fait déterminé. Monsieur le Khelfi, porte-parole du gouvernement marocain, a réagi légitimement, ainsi pour de multiples raisons, que mes camarades et moi allons vous exposer le long de ce débat, et de même vous prouver qu'on ne peut qu'adhérer qu'à cette réaction, sans aucune alternative. Merci.
Mesdames et messieurs, honorables jurys, chers camarades, bonsoir. Le sujet de notre débat aujourd'hui peut paraître superficiel aux yeux de certains, une affaire de boycott. Cela donne l'impression que c'est un sujet d'ordre purement économique. Mais la vérité dépasse toute attente, parce que ce sujet relève à la fois de l'économique, du social, du politique et de l'historique, bien entendu. Devons-nous boycotter les produits suédois et utiliser cela comme une arme pour faire des pressions politiques sur ce pays ? Historiquement, nous allons vous prouver que cette affaire pourrait gâcher des relations diplomatiques qui durent depuis 251 ans entre nos deux pays souverains. J'ai nommé le Maroc et la Suède. Et à cause de quoi? Tout simplement à cause des propos hâtifs et non réfléchis d'un responsable du gouvernement, censé avoir un comportement temporisé et du recul par rapport aux différents événements qui touchent l'intérêt de notre pays. Diplomatiquement, nous allons vous prouver que cette affaire qui a failli jeter de l'huile sur un feu qui sommeillait depuis des années et qui touche essentiellement à notre intégrité nationale, étant donné des positions hostiles de certains pays à nos justes revendications de province saharienne. Économiquement, nous allons vous démontrer, chers opposants, que cette affaire pourrait nuire à l'économie de notre pays plus qu'elle ne nuirait à la Suède, si tel était son objectif. Socialement, nous vous prouverons que cette affaire pourrait toucher la situation d'une grande catégorie de nos citoyens déjà fragilisés par la conjoncture économique actuelle. Politiquement, enfin, nous vous convaincrons que cette affaire, qui n'est en somme qu'une tempête dans un verre d'eau, pourrait nuire à l'image même de notre pays sur le plan international et saper les efforts colossaux que nos souverains n'ont cessé de fournir pour rétablir la crédibilité du Maroc autant que pays souverain, ayant à jouer un rôle prépondérant sur l'échiquier politique régional et international. Mesdames et messieurs, à la fierté d'être derrière ce pupitre aujourd'hui s'ajoute le plaisir que nous ressentons d'emboîter le pas à tous ceux qui nous ont précédés. Nous essaierons de ne pas démériter. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, chers camarades, vous avez parlé que diplomatiquement et politiquement que le Maroc sera bien touché. Donc, mesdames et messieurs, je vous incite à être clairs et concis. Cette déclaration du porte-parole du gouvernement repose sur des bases solides, des calculs logiques et une stratégie diplomatique. Le Maroc a déjà pensé à son économie, son image et sa politique. Nous en ferons de même, parce que nous ne sommes et nous ne serons jamais apathiques. Si nous cédons maintenant, nous céderons éternellement. Et oui, nous ne devons jamais perdre la face tant qu'il n'y a aucune raison d'accepter d'être humiliés. Nous en ferons de même, mesdames et messieurs, pour que les autres pays réfléchissent 1000 fois avant de frôler la déraison. Aujourd'hui, nous disposons d'un statut respectable au niveau international et nous en disposerons toujours parce qu'il est impossible de tolérer ce genre d'abomination. Nous ne sommes pas prêts à perdre ce statut ayant émaillé notre Maroc qui gardera sa valeur, son estime et son prestige par le biais de ce boycott. Nous ne sommes pas prêts non plus à ternir son image et à l'enfoncer profondément au cœur de la faiblesse. Tant que ce boycott restera un acte de sagesse. Mais laissons notre imagination voltiger dans une analyse profonde. Si le Maroc n'en fera pas de même et ne boycottera pas les produits suédois, mais bien sûr qu'il sera opprimé, sous-estimé, maltraité par les autres pays. Et n'oublions pas qu'il restera l'illustration perpétuelle de l'abdication à toute réaction de réhabilitation. Or, il est intolérable de permettre cela, mesdames et messieurs. Notre Maroc, et oui, chers camarades, notre Maroc restera la terre de souveraineté et la terre de paix. Bref, œil pour œil, dent pour dent, ne nuira ni à sa politique, ni à sa diplomatie. Merci. Chers camarades, la carte du boycott économique risque d'avoir justement des effets économiques plus étendus que ceux déjà cités. C'est-à-dire, boycott signifie fermeture économique.
Je m'explique. Cette décision s'inscrit en contradiction avec le choix stratégique d'une économie ouverte fait par le Maroc. Choix qui est souvent mis en avant, mais pour promouvoir l'image du Maroc en tant que hub ou tremplin vers l'Afrique. De ce point de vue, cette décision risquera d'écorner et de ternir l'image et la réputation que le Maroc essaie de véhiculer auprès des investisseurs étrangers, en tant que destination ouverte et accueillante pour tous les investisseurs. N'est-ce pas complètement irrationnel et absurde? En choisissant une réforme économique comme réponse à un problème purement politique, nous ne ferons que nous enfoncer dans un conflit sans intérêt. Donc, de grâce, mettez la rancune de côté et pensez à votre pays. Mesdames et messieurs, ce boycott aura des effets économiques négatifs pouvant dissuader les investisseurs. Merci. Chère audience, bonsoir. En jetant un premier coup d'œil au sujet de notre débat, on repère tout de suite un mot-clé. Il s'agit en effet du mot boycott. Qui dit boycott dit économie, et qui dit économie dit éventuellement relations économiques. Le sujet d'aujourd'hui stipule que la Suède nous a boycottés. Nous en ferons donc de même. Cependant, la question qui ne cesse de faire tremper les plumes dans leurs encriers est la suivante. Le Maroc doit-il boycotter les produits suédois? Mon front dépasse peut-être à peine ce pupitre, mais je suis ici devant vous pour vous déclarer que oui, absolument. Le Maroc doit agir en conséquence et conformément au principe de la réciprocité. Tout échange économique se doit d'être de façon à ce que les deux pays impliqués se traitent d'égal à égal. Or, ce à quoi nos recherches ont abouti s'oppose radicalement à cette conception-là d'une politique économique. Non seulement la balance commerciale entre la Suède et le Maroc est indéniablement déficitaire pour ce dernier, comme nous vous le prouverons par un +1 dans quelques instants, mais la la Suède refuse de traiter avec les sociétés marocaines. Cette technique de lobbying qu'emploie la Suède est en réalité extrêmement dangereuse pour la stabilité économique et politique de notre pays. Mais encore, voilà la lame qui tranche définitivement et justifie notre opposition. Les importations depuis la Suède s'élèvent à 3,55 milliards de dirhams, alors que les exportations depuis le Maroc vers ce pays ne dépassent malheureusement point quelques 495 millions de dirhams. Il suffit donc d'une petite soustraction pour en déduire que le résultat est un déficit de 3 milliards de dirhams à l'avantage du pays nordique. Chers camarades, soyons donc pragmatiques. Que gagnerons-nous en baissant la tête devant une telle provocation et face à cette insolence inadmissible? Merci. Mesdames et messieurs, disons que le boycott par le Maroc des produits suédois pourrait flatter l'ego des autorités marocaines, mais il n'aurait pas des effets diplomatiques favorables au dossier du Sahara. La raison en est simple, le Maroc ne représente pas un partenaire économique stratégique pour la Suède. Certes, certains groupes suédois, tels H&M, Volvo, Electrolux, etc., ont quelques intérêts économiques, mais pas au point qu'ils deviennent incontournables. Le boycott par le Maroc... Le boycott ne fera pas assez peur aux hommes d'affaires suédois pour faire pression sur leur gouvernement. M. Mustafa Al-Khelfi a rappelé que la balance commerciale entre les deux pays est déséquilibrée en faveur de la Suède. 4,5 milliards de dirhams d'achats marocains et à peine 450 millions d'achats suédois. Il a également déclaré en toute désolation que le gouvernement marocain espère de tout son cœur que la Suède révisera sa position. Ce qui prouve que la position de M. Al-Khelfi est en contradiction totale. Autrement dit, chers opposants, en matière économique, on est en position de faiblesse et nous n'avons pas le pouvoir économique suffisant pour infléchir la position de la Suède. Alors, si on empêche IKEA de travailler au Maroc, ils iront ailleurs, comme ils l'ont déjà fait en allant s'implanter en Ukraine en 2012. Et c'est le Maroc qui perd plus que la Suède, ce qui nous prouve qu'on a plus besoin d'eux qu'eux ont besoin de nous. D'un autre côté, chers opposants, prenons l'exemple d'une entreprise très connue au Maroc dans le domaine du cosmétique, Oriflame, que vous connaissez sans doute. Sachez que boycotter ces produits, c'est pénaliser une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 250 millions de dirhams. Et grâce à qui, je vous prie? Grâce à des dizaines de milliers de femmes au foyer marocain qui arrondissent leur fin de mois.
ou pire, qui font du porte-à-porte pour vendre les produits de cette société suédoise. Je vous l'affirme, chers opposants, que le boycott d'Oriflamme enlèvera le pain de la bouche à ces milliers de laissés pour compte et à leurs familles également. C'est la raison pour laquelle la réaction marocaine est désespérée et désespérante. Merci. Honorable jury, chers opposants, chers camarades, il n'y a pas que H&M, Volvo et, qu'est-ce que vous avez dit, Oriflamme dans le monde. Essayez d'ouvrir grandement vos yeux sur l'industrie mondiale, pas que sur l'industrie de la Suède. Alors, honorable jury, chers opposants, chers publics, bonsoir. Je me sens tout d'abord vraiment désolé pour tout admirateur et admiratrice du peuple suédois ou de ce pays soi-disant démocratique qui se croit capable de prendre position d'une certaine affaire dont il ne connaît même pas l'historique. Et c'est pour cette et unique raison que nous, partisans du pour, pensons que c'est indigne et irresponsable que d'avoir des relations économiques avec ce pays qui, même après tous les préjugés qu'il a émis sur le Sahara, a osé boycotter nos produits marocains. Et dire que le Maroc ne peut pas se passer de la Suède est vraiment une lourde erreur. Laissez-moi vous expliquer, ou plutôt vous informer pourquoi. Le Maroc est l'un des pays les plus développés de l'Afrique, économiquement parlant bien sûr. Il faut aussi tenir en compte que l'Afrique est le continent qui connaît le développement le plus rapide durant ces dernières décennies. Le Maroc commence à s'ouvrir de plus en plus au niveau du commerce international. Prenons comme exemple les relations économiques franco-marocaines qui prospèrent de plus en plus. On a pu le constater d'ailleurs à travers la visite du président François Hollande au Maroc le mois dernier. Le roi Mohamed VI a aussi encouragé d'avoir des relations économiques au sein même de notre continent africain, qui regorge de pays en plein développement et de matières premières. Et cela rapporterait énormément au Maroc. Et là est la différence entre dire que le Maroc est un pays en plein développement ou dire que le Maroc est un pays du tiers-monde. Car un pays du tiers-monde est un pays qui a peur du changement et s'en éloigne de plus en plus, même aussi bénéfique qu'il soit. Donc, je vous laisse deviner, chers opposants, l'appellation qui convient le plus au Maroc. Merci. J'avais cru que le fait de débattre contre des sciences maths serait une tâche plutôt difficile. Mais heureusement pour nous, ce n'est pas le cas. Puisque, chers opposants, vous êtes en train de défendre le fait de boycotter les entreprises suédoises sans accorder la moindre attention au bousculement qu'a connu le monde des entreprises grâce à la mondialisation. Comme chaque personne physique, les entreprises ont une nationalité. Cela nous permet de mieux les identifier géographiquement lorsque leur activité demeure locale. Ainsi, le holding ONA serait marocain, L'Oréal française, Ford américaine, Fiat italienne et Bombardier canadienne. Habituellement, et selon la plupart des législations, c'est le lieu d'établissement du siège social qui détermine sa nationalité. Mais ce critère traditionnel a été malmené par la mondialisation et par les mouvements considérables des capitaux. Il est aujourd'hui nécessaire de déterminer l'origine des capitaux, la nationalité des dirigeants et le lieu d'exploitation pour enfin identifier l'entreprise. Tout le monde sait aujourd'hui que la prestigieuse Jaguar est passée sous le contrôle de l'Indien Tata Motors. Doit-on conclure que Jaguar a changé de nationalité ou demeure-t-elle anglaise? La même question se pose pour Land Rover, depuis que son capital est détenu par la même Tata Motors. Boycotter ces marques de voitures serait une mesure contre l'Angleterre ou contre l'Inde. Autre exemple édifiant, chers camarades, une partie du capital social du groupe aéronautique de la défense EADS est détenue par 3 États, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Le reste étant placé en bourse. Pourtant, tout le monde est persuadé que ce groupe est de nationalité française, alors que l'État français ne détient plus que de 12% des actions. Il n'est pas non plus de nationalité allemande ni espagnole. Ne pas acheter nos avions de voitures de chez EADS serait dirigé contre la France, l'Allemagne ou l'Espagne. Admettez, chers opposants, qu'il existe à présent une nouvelle conception de nature purement économique à la nationalité des entreprises, un mélange
un mélange de plusieurs éléments qui convergent tous vers ce qui est essentiel, qui dirige l'entreprise. Et sur ce point, nous assistons aujourd'hui à la perte de nationalité des grandes sociétés. Boycottez tant que vous voulez, la mondialisation vous rira tout simplement au nez. Chers camarades, on est des sciences maths, certes. On communique logiquement, non agressivement. Vous avez dit que ce boycott nuira à l'image du Maroc. Je vous prouverai le contraire. Par A plus B, car on est des sciences maths. Généralement, quand l'un de vous se fait gronder par quelqu'un, et que celui-ci a bel et bien commis une erreur, il accepte stoïquement ce grondement, se tait et ne discute point. Mais dans le cas contraire, il réagit énergiquement pour défendre son innocence à tout prix et avec tous les moyens. Et cela est le cas de M. El Khelfi. Réaction qui s'impose à juste titre. En effet, il ne peut et ne doit qu'exprimer l'indignation qui visait à souiller cette âme de Marocain fier, cet amour pour son pays, son patriotisme inconditionnel et son souci de sauvegarder la dignité, la quiétude, l'intégrité et la stabilité de son pays. Cette fureur que la décision suédoise a provoquée en nous ne peut que pousser à une réplique aussi forte et courageuse. Tout d'abord, la Suède a montré, et ce depuis un certain temps, ses intentions d'adhérer à cette république fantoche. S'ajoute à cela le refus de renouveler l'accord de pêche qui nous lie à l'Union européenne en 2013. Et en plus, elle a même cherché à rallier d'autres pays à sa position. Maintenant, voilà qu'elle dévoie ses intentions à reconnaître le Polisario. C'est la goutte qui fait déborder le vase. Alors, chers camarades, notre représentant a-t-il eu tort de réagir ainsi? Aimeriez-vous qu'on se taise et qu'on se laisse toucher dans ce que nous avons de plus sacré, de plus cher, notre dignité, notre souveraineté? Nous avons façonné notre image à travers l'histoire par notre courage et nos exploits durant les guerres mondiales. Nous avons étonné les colonisateurs par notre bravoure, notre abnégation et nos sacrifices. Tout cela, nous l'avons bâti pour garder la tête haute et fière. Nous avons ébloui le monde par la marche verte. Je répète, la marche verte. Événement unique et stratégie illuminée dans ce siècle. Tout cela, nous l'avons bâti pour garder la tête haute et fière, comme je l'avais déjà dit. Alors, chers camarades, auriez-vous l'audace et l'inconscience de céder tout cela pour espérer quelques gains probables, peu probables d'ailleurs, ce petit pourcentage modeste? Ce serait une trahison lâche et un crime historique vis-à-vis son pays, merci. Chers camarades, vous confondez entre être agressif et défendre notre pays si nous voulons qu'il aille un meilleur avenir. Parlons politique. Lorsque le projet de la loi relative à la reconnaissance du Polisario a été déposé par un parti politique au Parlement suédois en 2012, c'est-à-dire il y a 3 ans, une délégation parlementaire regroupant 5 représentants avait envoyé une lettre au ministère des Affaires étrangères afin qu'elle se rende en Suède pour discuter avec des parlements suédois. Ce qui explique que cette délégation qui comptait également se rendre en Norvège, en Autriche, ainsi qu'aux Pays-Bas, n'avait reçu aucune réponse du ministère. Cela fait 3 ans, mesdames et messieurs, que le Maroc n'a pas d'ambassadeur en Suède, en Autriche, en Slovénie, dans les pays baltes, et j'en passe. Et c'est bien là le problème. Le Maroc connaissait depuis 2012 la situation pro-RSD de ces pays et il n'a rien fait, ce qui est un scandale, car cette question du Sahara transcende tout le monde au Maroc.
Vous allez me dire que le Maroc vient de réagir. Oui, c'est un minimum. Mais après des années de vie fédérale de la diplomatie marocaine, et pas qu'en Suède d'ailleurs. Que va faire le Maroc si l'incendie prend dans notre pays? Existe-t-il au moins un site internet marocain en langue suédoise, norvégienne ou slovène défendant la marocanité du Sahara et démontant les vidéos mensongères du Polisario? Eh bien non, alors ce n'est plus une surprise si un pays comme la Suède se rend alors ce n'est plus une surprise si un pays comme la Suède se laisse berner par le Polisario. De plus, en Europe du Nord et centrale, depuis des années, les diplomates marocains sont abonnés absents. Il n'y a personne, même au téléphone. Il ne faut pas oublier que pour le Maroc a beaucoup perdu sur le terrain politique, car il n'était pas présent sur l'Union africaine. Sachant que pour l'Union africaine, la REASD était un État africain et un... Désolée. Sachant que pour l'Union africaine, la REASD est un État africain et membre à part entière de cette organisation depuis 1982. La même politique de la chaise vide était également adoptée avec la Suède. 3 ans d'absence diplomatique pendant lesquels le Polisario n'a cessé de gagner du terrain en raillant les gauchistes, en leur inventant une histoire à dormir debout. Une fausse histoire du Maghreb et de la décolonisation. 3 ans de perdu pendant lesquels le Maroc aurait pu convaincre tous les Suédois de la légitimité de ses revendications grâce à une diplomatie solide, crédible, immédiate en face, ferme et non pas menaçante, qui aurait permis de mieux faire connaître notre pays au sein d'un peuple qui connaît du Maroc que le nom. Et que fait le Maroc depuis tout ce temps-là? Il ne fait rien, il ne dit rien sur cette affaire il ne dit rien sur cette affaire depuis son déclenchement. Chers camarades, quand on observe cette défaillance de la diplomatie marocaine, on comprend mieux pourquoi cette affaire du Sahara dure depuis 40 ans. Merci. Alors, chers camarades, peut-être on n'a pas eu le temps pour vous répondre je pense que c'était la 3e intervention. Vous avez parlé d'une fermeture de l'économie marocaine. Je vous invite à avoir un sens plutôt analytique parce que cette fermeture dans elle-même est une grande ouverture sur les autres pays. Et vous avez parlé de la réunion qui a été entre la ministre suédoise et puis le ministre des Affaires étrangères. Rien n'a été révélé dessus, donc vous n'avez pas la permission d'interpréter tout ce qui a été dit, or que rien n'a été révélé. Et vous avez parlé de certaines entreprises. Je tiens à vous dire qu'ils ne sont pas suédoises. Et voilà. Donc, certes, mesdames et messieurs, il faut reconnaître qu'une partie de la réaction suédoise est due à l'absence des diplomates marocains en Suède et à la défaillance des visites diplomatiques entre les deux pays. Il serait indispensable de mentionner que ces visites entre les deux pays, bien sûr, auraient pu non seulement consolider la relation entre la Suède et le Maroc, mais aussi de défendre la cause du Sahara marocain. Ce qui n'a pas été vraiment le cas pour les ministres et les responsables et les diplomates marocains restant loin d'assumer leurs responsabilités envers leur pays. Et par conséquent, il n'est pas du tout surprenant d'avoir pareille surprise désagréable vu que le Maroc n'a plus d'ambassadeur en Suède depuis 3 ans. C'est cette illustration affreuse de l'insouciance des responsables marocains qui a engendré
Je dis bien qui a engendré l'absence du Maroc dans ce pays nordique. Une léthargie, je peux dire même une léthargie, qui a permis à nos ennemis, bien sûr le Polisario et ses alliés, d'y être très actifs diplomatiquement. C'est une réalité amère, clairement illustrée par l'exemple de la compagnie canadienne d'engrais qui s'appelle Agrium. C'est une compagnie qui a fait l'objet d'une campagne de désinvestissement en 2014 et qui avait son intérêt pour les phosphates marocains. Une tendance qui s'explique bien sûr qu'en 2014, et par le fait qu'en 2014 le Conseil d'éthique suédois plutôt a déclaré que le fabricant canadien d'engrais a été dans l'incapacité de démontrer que le phosphate du Sahara qu'il importe est extrait conformément aux souhaits et aux intérêts de la population locale. Source Les Échos. Mais mesdames et messieurs, devant tout cela, il ne faut pas résoudre un problème par un autre plus grave. Le Maroc, face à une réaction qui touche sa dignité et son intégrité, doit réagir de façon à ce que la Suède et les autres pays réfléchissent pleinement, je dis bien pleinement, mesdames et messieurs, avant de se perdre dans une supercherie pareille. Merci. Détrompez-vous, chers opposants. Ce sont des investisseurs koweïtiens appelés Groupe El Houmeis qui sont à l'origine de l'introduction de la marque IKEA au Maroc. Et qu'en boycottant cette marque, on ne fait en réalité que boycotter les capitaux des pays du Golfe. Donc voilà, passons. Il est souvent nécessaire de remonter à la source de l'information pour éviter les malentendus, les interprétations erronées, les réactions intempestives et déplacées. Or, il était à la portée de M. Khelfi de se rendre compte de la réalité des choses. Le gouvernement suédois n'a absolument pas reconnu la prétendue République sahraoui, il a juste accordé une entrevue à une délégation du Polisario. À ce titre, il convient de ne pas confondre entre Polisario et RASD, qui sont deux choses très différentes. Le Polisario étant un mouvement politique séparatiste comme il en existe beaucoup dans le monde, la RASD se veut un État, un peuple et des frontières. D'ailleurs, la mise au point du ministre suédois des Affaires étrangères est tombée dès le 2 octobre un communiqué officiel précisé. Je cite. La Suède n'a pas reconnu le Sahara occidental ni la RASD comme État. Et encore plus loin, mesdames et messieurs, la politique suédoise reste inchangée et nous avons de bonnes relations diplomatiques avec le Maroc et souhaitons continuer ainsi. Fin de citation. Commettre une bavure diplomatique n'est pas une nouveauté par les hommes politiques de notre pays, mal formés et parfois inaptes à assumer de telles responsabilités. Mais persister dans son aveuglement en décidant de boycotter les produits d'un pays comme la Suède, cela frôle le suicide diplomatique. Merci. Tout d'abord, en parlant de confusion, il ne faut pas confondre entre des sociétés de marque suédoise et une société de capital suédois. Ensuite, vous adhérez à votre cause que le Maroc n'est pas si cher ni important aux yeux de la Suède. Mais, chers opposants, n'avez-vous donc jamais vu la carte géographique? Le Maroc est en effet incontournable. Cher auditoire, le Royaume du Maroc figure parmi les pays émergents les plus prometteurs. Selon le classement du groupe financier Bloomberg, il est classé 22e parmi 25 pays. Sur le continent africain, le Maroc est également le deuxième pays émergent le plus prometteur au niveau de l'investissement, et cela derrière l'Afrique du Sud. Il affiche aussi le 9e meilleur taux de progression du PIB prévu pour 2015 et 2016 parmi les pays émergents. En boycottant le Maroc, la Suède met un terme à ses relations économiques avec ce dernier. Elle se prive donc d'un marché de plus d'1 milliard de consommateurs.
Quel mal cela nous fera-t-il alors si ce n'est nous épargner 3 milliards de dirhams? Somme que nous pourrions d'ailleurs utiliser pour renforcer les relations que le Maroc entretient avec le reste des pays de l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique qui, en passant, est notre 6e partenaire économique, la Turquie, les pays méditerranéens, les pays du BRICS, sans oublier nos confrères africains avec lesquels le Maroc est gagnant de la façon suivante. Donc, excusez-moi, c'est-à-dire que la mémoire nous fait un peu défaut. Exportation, le Maroc est gagnant de la façon suivante. Exportation moins importation égale un nombre positif. Chers camarades, il ne faut pas rester les bras croisés, effrayés et menacés d'être délaissés par les Suédois. On nous a écoutés, ils seront marocains. Au nom de notre terre, le Maroc, pour laquelle nos grands-parents ont vécu un calvaire avant d'obtenir leur indépendance. Faisons face à quiconque essaie de nous dénuder de ne serait-ce qu'un tout petit brin de fierté et de dignité. Rendons-leur la monnaie de leur pièce. Merci. Tout d'abord, revenons aux origines de ce débat et au sujet lui-même. Je cite, la Suède boycotte les produits marocains, nous en ferons de même. Soyons réalistes. N'avez-vous pas remarqué que cette mesure n'est qu'une décision hâtive, non réfléchie et indigne de diplomatie? C'est sûr, puisque la réponse de l'ambassade de la Suède ne s'est pas fait attendre. Je cite, la Suède ne boycotte pas les produits ou les entreprises marocaines. Au contraire, la Suède apprécie les solides relations entre nos deux pays. Fin de citation. Ce qui nous prouve que M. El-Khelfi a mal compris la situation et a agi de façon arbitraire et non pesée. Là, je ne trouve pas de meilleur commentaire que celui de M. Tahar Ben Jelloun. Je cite, « L'art de la diplomatie est une science. Les mots sont pesés avant d'être utilisés. La balance est dans la tête. Comment être ferme sans paraître menaçant? Comment dire les choses essentielles sans avoir l'air d'être en colère? Cela s'apprend. » L'énervement, la menace ou encore le chantage ne font pas partie des rudiments de la diplomatie. Par contre, ce sont des signes de faiblesse. Chers opposants, il faut nécessairement anticiper les événements, les entrevoir et être proactif plutôt que réactif. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Merci. Monsieur le directeur, honorable jury, chers camarades, nous avons cru que ce serait facile de débattre avec une première année Sciences Ex, mais je vous l'avoue, ça a été vraiment difficile de débattre avec une équipe qui, au lieu d'avancer des arguments, critique le sujet en lui-même. Le but du débat n'est pas de critiquer le sujet en lui-même, d'avancer ce qu'a dit M. El-Khelfi. Le but du débat est d'argumenter sur le sujet. Monsieur le directeur, honorable jury, chers camarades, nous voudrions conclure ce débat en insistant sur la portée de la décision irréfléchie, offensante de la Suède, qu'on prenait pour un pays démocratique et raisonnable. Comment ose-t-on alors reprocher au Maroc de réagir légitimement, de la manière la plus diplomatique qu'il soit, contre cette injure? Le Maroc a agi de manière raisonnable et sans toucher, comme la Suède, à son intégrité et sans lui créer des problèmes au niveau des relations internationales. N'est-ce pas juste que de se défendre et de défendre ses territoires et son statut de pays le plus stable? On ne peut permettre qu'on ose souiller l'image du Maroc, si brillante, façonnée à la sueur de nos patriotes marocains et sauvegardée par la bienveillance d'un peuple dévoué, respectueux et chaleureux. Alors, chers camarades, mesdames et messieurs, l'erreur commise par la Suède, victime de la propagande démagogique de nos ennemis, qui par désespoir se livrent à toutes les pratiques illégales et imaginables pour donner une soi-disant légitimité à leurs fantasmes en vain, s'avère inadmissible et révoltante. Et le fait d'utiliser la même arme pour riposter nous paraît impératif. Car ce n'est qu'une légitime défense et il s'agit de notre dignité avant tout. Et là vient votre rôle, chers opposants. Car si ce n'est pas vous qui défendez la cause de votre pays, personne ne le fera pour vous.
Chers opposants, cessons de maquiller les propos, cessons de prétendre ignorer la vérité déconcertante parce que la vérité est toujours le plus fort des arguments. On est des Marocains et le Sahara était et restera marocain. Et je vous prie encore de bien écouter, de ne pas dénaturer nos propos. Plus de 80 pays ont reconnu la réalité tout au long de l'histoire. Beaucoup se sont heureusement rétractés. À ce jour, 31 États continuent à reconnaître cet État fantôme. Faut-il boycotter tous les produits qui proviennent de ces pays et refusent de les exporter les nôtres? Ce serait du suicide économique pur et simple. Monsieur le directeur, honorable jury, chère audience, comme vous avez pu le constater, mes camarades et moi, nous avons défendu une thèse à laquelle nous croyons. Nous avons eu recours à des sources fiables et des faits indéniables qui aboutissent à une analyse logique et ferme. En définitive, il devient indéniable cette affaire est plus grave qu'on l'en croit, car le cas de la Suède peut faire tache de l'huile dans le monde. Il est considéré comme une référence démocratique, comme elle est plus riche et puissante que le Maroc, qui est juste un pays en voie de démocratisation. Depuis des décennies, le Polisario, la propagande algérienne sont hyperactives aux pays scandinaves. C'est une faute grave qui démontre une fois de plus que ce n'est pas le Polisario qui est fort, mais le Maroc qui est faible. Car il laisse les voleurs et assassins du Polisario baratiner les députés de différents pays où le Maroc est peu ou pas du tout présent. Le Polisario tente un coup à Stockholm. Et alors, ni la Russie, ni la France, ni l'Espagne, ni les États-Unis ne lui emboîteront pas. Non pas par amour au Maroc, bien sûr, mais parce que l'équilibre actuel leur convient parfaitement et qu'une situation d'instabilité supplémentaire rendra le monde ingérable. Du moment que la Suède n'a pas reconnu la RASD, le Maroc doit fortifier les liens avec ce pays pour aboutir à un accord en notre faveur, sans menace ni attaque frontale. Il faut comprendre une chose, la position suédoise ne met pas en cause la marocanité du Sahara. Elle remet en cause la gestion de ce dossier et la responsabilité de la société civile. Les coupables ne sont pas au Maroc, ils ne sont pas au Stockholm, mais à Rabat. La ministère suédoise des Affaires étrangères souligne que la politique suédoise concernant le Sahara occidental fait interne. Le gouvernement suédois ne souhaite pas anticiper sur les conclusions de cette analyse. La question d'une éventuelle reconnaissance n'est pas d'actualité, indique-t-elle. N'oublions jamais ce que dit Montesquieu. L'échange adoucit les mœurs. Fin de citation. C'est valable aussi que pour les Marocains que pour les Suédois. Et comme le fameux Tahar Ben Jelloun a dit, on ne peut pas être aimé par tout le monde, mais tout le monde doit respecter un pays, son peuple et son histoire. Pour y arriver, le Maroc devrait inscrire ce travail de rétablissement de la vérité parmi ses priorités. Cela commence par reconnaître nos erreurs, nos faiblesses, nos failles et cesser de se plaindre. Le lobby anti-marocain est puissant, il dispose de grands moyens et joue sur du velours, car souvent, le Maroc n'est même pas là pour répondre aux diffamations. Chers camarades, ce n'est pas demain que le pseudo-RASD siégera à l'ONU. Boycotter, ce n'est pas tout. Que faire alors? La guerre est contre qui, je vous prie? Merci. On va